Au sommaire de ce nouveau numéro, nous partirons aux États-Unis dans les forêts de l'Oregon, où durant l'hiver, des biologistes recherchent les tanières des ours noirs. C'est en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, que des ouvriers ont découvert d'étranges tombes antiques. Un archéologue va tenter d'en découvrir l'origine. Nous nous rendrons ensuite dans un zoo en Belgique, où une caméra révolutionnaire est employée pour filmer les animaux comme jamais on ne les a vus. Plongé dans les eaux glacées de l'Arctique simplement vêtu d'un maillot de bain, c'est l'exploit qu'a réalisé un fervent protecteur de l'environnement pour dénoncer le réchauffement climatique. Direction ensuite la Suisse, où un alpiniste de l'extrême s'entraîne pour escalader à main nue les parois les plus vertigineuses. Nous découvrirons en Antarctique Laurence de la Ferrière, la première femme à avoir traversé ce continent hostile, équipée de skis et d'une voile pour la tracter. Enfin, nous plongerons au large du Canada, à la rencontre d'un étrange animal, la pieuvre géante du Pacifique. C'est dans ce décor grandiose des montagnes de l'Oregon que chaque année, le biologiste Dave Heimel et son équipe n'hésitent pas à s'enfoncer au plus profond des forêts enneigées. Leur mission est des plus insolites. Ils doivent dresser l'inventaire des tanières des ours noirs et compter les petits nés durant l'hiver. Le but, s'assurer que l'espèce n'est pas menacée. Trouver une tanière d'ours dans une forêt aussi dense et sous plusieurs mètres de neige fraîche est une réelle aventure. Tout commence par un repérage aérien. Peg Boulet travaille avec Dave. Elle tente aujourd'hui de localiser une femelle équipée d'un collier émetteur l'année précédente. J'ai un écho très clair de ce côté, juste de l'autre côté de la route. Chaque collier émet son propre signal. Il est perçu par les antennes fixées sur les ailes de l'avion. Peg peut ainsi localiser l'animal. La tanière de la femelle est juste là, dans ces rochers. La femelle est localisée. Sa tanière se trouve à 1500 mètres d'altitude, dans une zone quasiment inaccessible, sous plusieurs mètres de neige. C'est maintenant à Dave de jouer. Le lendemain, avec son équipe, il va tenter d'atteindre la tanière de l'ours en suivant le signal du collier émetteur. Le groupe progresse dans sa direction, même si la neige ne facilite pas la marche. Après plusieurs heures, le signal est de plus en plus clair. Ils arrivent à proximité d'une souche d'arbre. C'est ici que la femelle s'est installée pour hiberner. Dave doit respecter une procédure bien établie. La moindre erreur peut lui être fatale. Il commence par occulter l'entrée de la tanière pour ne pas réveiller l'animal. Puis une drogue est préparée. Elle sera inoculée à l'ours afin qu'elle ne bouge pas. Car même si elle hiberne, elle pourrait se réveiller et attaquer Dave. L'instant le plus délicat arrive. Il lui faut entrer dans la tanière. L'étroitesse des lieux ne facilite pas sa tâche. Il injecte la drogue à la femelle sans la quitter des yeux. Il faut ensuite attendre que le produit agisse. Et si Dave n'a jamais eu d'accident, c'est qu'il respecte la procédure à la lettre. Le petit a grogné. Il est plutôt en colère. La drogue a enfin fait son effet. Dave peut aller chercher l'ourson. Je crois que c'est un enfant unique. Mais il faudrait que l'une de vous aille vérifier. Moi, j'ai la bouche pleine de poils. Finalement, ce n'est pas un, mais deux petits qui se trouvent dans la tanière. Pendant que son assistante récupère le second ourson, Dave examine rapidement le premier. Il ne faut pas qu'il se refroidisse. Il pourrait en mourir. La longueur de ses poils permet d'estimer son âge. Il a 6 semaines. Et pourtant, la taille de ses griffes laisse déjà présager de sa force future. En un an, il aura presque atteint la taille de sa mère et promènera ses 200 kilos dans les forêts de l'Oregon. Dave et son équipe repartent à la recherche de nouvelles tanières, car l'arrivée imminente du printemps ne leur laisse que peu de temps. Il faut faire vite pour estimer le nombre des naissances et s'assurer que l'ours noir n'est pas menacé.
Alexandrie. Cette immense mégalopole égyptienne explose sous l'incessante augmentation de sa population. Cette ville, pleinement ancrée dans la modernité, regorge de trésors du passé. Plus de 2000 ans d'histoire sont ensevelis dans ses eaux ou dans son sous-sol. Ici, c'est la construction d'un pont qui s'est arrêté quand les marteaux-piqueurs ont mis au jour une tombe égyptienne. Il faut donc faire vite pour sauver ce qui peut l'être de l'assaut permanent des promoteurs. Depuis plus de 10 ans, un homme tente avec son équipe de répertorier et sauvegarder ce patrimoine impressionnant. Jean-Yves Empereur est déjà à l'origine de découvertes exceptionnelles. Aussi, c'est à lui que l'on fait appel lorsqu'il faut procéder à des fouilles de sauvetage. Les fouilles de sauvetage, c'est essayer de sauver plus possible de connaissances dans le moins possible de temps. Ce n'est pas d'empêcher le développement de la ville des vivants, loin de là, mais encore une fois d'essayer de sauver plus possible de notre connaissance de la ville antique. Une ville des vivants qui ne cesse de s'accroître, mais que le passé rejoint très vite. Jean-Yves est là avec son équipe pour estimer l'ampleur de la découverte. Ils n'ont que 15 jours pour procéder aux fouilles avant que le chantier du pont ne reprenne. Et dès sa première visite, Jean-Yves ressort profondément ému. La tombe qui a été mise au jour se situe dans le quartier de Gabari. Gabari est une zone qui se trouve à l'ouest de la ville, un quartier en dehors de la muraille antique. À partir de cet endroit s'étendait ce que Strabon appelle la nécropolis. Les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. Un enfant entraîne un des membres de l'équipe dans un impressionnant dédale de salles et de souterrains. Grâce à lui, ce sont plus de 17 nouveaux tombeaux qui viennent s'ajouter aux premiers découverts. La nécropole s'étend maintenant bien au-delà de toute attente. Serait-il au cœur de la ville des morts? Pour y répondre, un nouveau passage est creusé un peu plus loin, en direction du port de la ville. 2 archéologues spéléologues ouvrent la marche. De nouvelles salles apparaissent et laissent admirer des tombes de mieux en mieux conservées. Tout est en place là. Là on a l'entrée. Le décor en plafond. Super. C'est à sol qu'on est, je crois. Ils atteignent bientôt le niveau de la nappe phréatique. Mais malgré les risques, les 2 hommes continuent leur progression. Là, c'est bon, on peut aller. Leurs efforts sont récompensés. Ils découvrent dans une salle un sarcophage intact, richement orné et remarquablement conservé. La tombe est immense. Les décors et les fresques d'une extraordinaire beauté laissent imaginer ce qu'étaient ces tombeaux au temps de leur splendeur. Il n'y a plus aucun doute, Nécropolis est ici. Grâce à la magie de la reconstitution assistée par ordinateur, la ville des morts reprend vie. Ainsi rendue artificiellement à la lumière, Nécropolis laisse apercevoir ses secrets. Mais qu'adviendra-t-il des ruines mises au jour par l'équipe de Jean-Yves? Les vestiges de Nécropolis pourraient bien être entièrement détruits, la ville des vivants semble désormais la plus forte. Voici des images filmées grâce à une caméra révolutionnaire. Des animaux comme on ne les a jamais vus. C'est pour les étudier que Vincent Bels, biologiste, et Laurent Renard, spécialiste de prise de vue super ralentie, se sont donné rendez-vous dans ce parc animalier. Ensemble, ils vont réussir à décrypter le comportement de ces animaux. Et pour cela, Laurent a la caméra qu'il faut. Là, on voit exactement ce que l'humain ne permet pas de voir. Et qui plus est, pour tout ce qui est aspect scientifique et technique, c'est vraiment une plus-value énorme. Une plus-value énorme en effet. La caméra de Laurent est capable d'enregistrer jusqu'à 10 000 images par seconde, une véritable prouesse technique. Alors en général, les caméras normales tournent à 24 ou 25 images par seconde, ce qui est à peu de choses près ce que voit l'œil humain. Évidemment, plus on capture d'images à la seconde, plus on a un mouvement qui est décortiqué forcément, et plus on a une capacité de montrer des mouvements qui ne pourront jamais être vus à l'œil humain. Et les images parlent d'elles-mêmes. Ce petit singe saïmiri, originaire d'Amérique latine, tente de chaparder de la nourriture.
Alors que l'action ne dure seulement que 2 secondes, filmé au ralenti grâce à la caméra de Laurent, le vol va durer 20 secondes. Les informations fournies sont précieuses et permettent de mieux comprendre le comportement des primates en groupe. Seulement, collecter autant d'informations a un coût, le stockage. Il est clair qu'au niveau informatique, ça représente une quantité de données absolument astronomique. Donc si on parle par exemple d'un laps de temps de 10 secondes qui a été pris à 1000 images par seconde, comptez que vous allez avoir l'équivalent d'une dizaine de DVD en quantité d'informations. De plus, l'installation de la caméra est complexe et demande une logistique importante. Cependant, elle est indispensable si Vincent veut observer et analyser le comportement de certains animaux, comme cette girafe par exemple. Et Vincent, ça vous va les images? Oui, c'est très bien. Peut-être faire un plan plus resserré sur la langue. Voilà, ici on voit bien le mécanisme tout à fait détaillé de la langue. Et puis elle va commencer son mouvement de déplacement, de rotation de la mâchoire inférieure pour écraser la nourriture avant de l'avaler. Ces images sont précieuses. Elles ont permis à Vincent de mieux comprendre comment la girafe se nourrit. Ne possédant pas d'incisives sur sa mâchoire supérieure, c'est sa langue qui broie les aliments. Autre découverte, chez le serpent cette fois. On pensait qu'il n'utilisait sa langue que de haut en bas pour détecter sa proie. Les images super ralenties prouvent qu'il scanne son environnement à 360 degrés. Mais cette caméra a également une autre utilité. On essaye de comprendre les mouvements qui sont observés chez l'animal et appliquer la connaissance du mouvement sur des mécanismes bien précis. Exemple, les robots utilisés pour peindre les carrosseries de voitures. Ces images super ralenties sont donc très précieuses pour des scientifiques comme Vincent. Elles trouvent également toute leur utilité en robotique. Alors, à quand une machine aussi habile qu'un singe ? Nous ne sommes pas à un entraînement militaire, mais à celui de Lewis Gordon Pugh. Il plonge tête la première dans cette piscine remplie de glace pour atteindre son objectif. Nager 1 kilomètre dans les eaux glacées de l'Arctique pour sensibiliser l'opinion sur le réchauffement climatique. Mais avant cela, il doit effectuer des tests biologiques en conditions réelles cette fois. C'est accompagné de son équipe médicale que son entraînement se termine dans les eaux de l'Antarctique. À chaque fois, on mesure, à l'aide d'un dispositif, la température du corps de Lewis, et de cette façon, on a aussi la température de son cœur et de son cerveau. Nous savons que si la température de son corps baisse à 33 degrés, il risque de perdre conscience. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la température de ses muscles descend en dessous de 33 degrés, et c'est vraiment extraordinaire que les muscles fonctionnent toujours à cette température. Et au fur et à mesure, il ne peut plus fermer ses doigts, et ses mouvements sont de plus en plus courts, et il nage de plus en plus lentement. Notre rôle primordial est donc d'évaluer en permanence s'il est en danger et le prévenir. Grâce à cet entraînement, Lewis a pu affronter en 2007 les eaux glacées du pôle Nord et réaliser un exploit. Parcourir 1 kilomètre seulement en maillot de bain, au milieu de la banquise. Lewis a réussi à nager plus de 19 minutes sans s'arrêter. Et pour que son corps récupère une température normale sans choc thermique, une seule solution, une douche à 40 degrés. J'ai nagé au pôle Nord dans une eau qui était à moins 1,7 degré. Un dixième de moins et elle gelait. Avant de nager, j'arrive à monter la température de mon corps d'1,4 degré. Je me motive, me tends au maximum. En fait, je suis en feu, j'ai chaud, je suis prêt et je n'ai plus qu'un désir, me mettre à l'eau, aller au bout de ce parcours et sortir. Si quelqu'un de normal plonge dans une eau si froide, c'est sûr, il va se noyer. Je me souviens quand j'ai sauté dans l'eau au pôle Nord. Les 30 premières secondes, je pouvais à peine respirer. Lewis ne compte pas en rester là. Il prépare déjà une nouvelle plongée dans les eaux d'un lac récemment apparu sur le glacier Khumbu. C'est dans l'Himalaya, à plus de 5300 mètres d'altitude, qu'il compte encore une fois plaider la cause du réchauffement climatique.
Il faut savoir que les glaciers de l'Himalaya fournissent l'eau à 1,3 milliard de personnes. C'est 1/5 de la population mondiale. L'Inde, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, tous ces pays dépendent de ces glaciers pour l'eau et ces glaciers commencent à disparaître. Apparemment, aucun obstacle ne semble se dresser devant les convictions de Lewis. Un terrain de jeu à la démesure du personnage. C'est sur des parois rocheuses vertigineuses comme celle-ci que Giovanni Chirichi, grimpeur de l'extrême, s'entraîne quotidiennement. Il n'hésite pas à prendre tous les risques pour assouvir sa passion. Cela fait 10 ans que Giovanni parcourt le monde à la recherche de parois toujours plus hautes, toujours plus difficiles. Il a ainsi ouvert les voies les plus impressionnantes. Pakistan, Iran, États-Unis ou Madagascar, le monde entier est son terrain de jeu. C'est en Suisse, berceau de la Varap, que nous retrouvons Giovanni. C'est ici qu'il s'entraîne et qu'il apprivoise petit à petit la roche. T'es prêt, Guy, hein? D'accord, allez, let's go. Souvent, on regarde une paroi, ça nous paraît impossible. La première fois qu'on touche les prises, ça paraît mais juste inimaginable. Et puis peut-être on retourne un mois après et il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça paraît possible et c'est inexplicable parfois. Giovanni grimpe depuis 10 ans et il est toujours aussi motivé. Sa détermination est sans limite et lorsqu'une difficulté apparaît, son expérience lui permet de franchir l'obstacle avec une grande aisance. Son corps ne fait plus qu'un avec la montagne. Un mental d'acier, une condition physique parfaite sont indispensables pour progresser sur de telles parois. Tous ses muscles sont mobilisés et la concentration de Giovanni est intense. Dans les mouvements très extrêmes, on est comme dans un moment d'apnée. Et ça, c'est très important de savoir gérer ces moments d'apnée et après retourner à des moments où le corps a besoin de l'oxygène pour pouvoir récupérer et pouvoir continuer la progression. La vigilance doit être permanente, la moindre erreur, et c'est la chute. Ça tient à rien. Pas même à des équipements toujours plus innovants et plus sécurisants. La vie des grimpeurs n'est jamais garantie à 100%. C'est donc avec beaucoup de discernement que Giovanni appréhende une paroi. Il faut quand même être très rationnel, très raisonnable. Faut pas tout d'un coup se laisser emporter par des émotions ou des peurs. Faut pas que la peur nous envahisse complètement, sinon on devient angoissé et puis elle nous bloque. Mais en même temps, c'est clair qu'il faut l'écouter. La peur, il la maîtrise. Et c'est avec raison qu'il affronte des parois toujours plus impressionnantes. Car c'est en grimpant qu'il se sent libre. Plus je monte, plus je me sens léger en fait. Je n'ai pas du tout la sensation de vertige. En fait, c'est une sensation vraiment de bien-être. Ça n'existe plus le vertige au bout d'un moment. Cela fait 10 ans que Giovanni apprivoise ainsi la montagne. 10 ans qu'il tente de nous prouver que la cohabitation avec la nature est possible. Laurence de la Ferrière n'est pas une maman comme les autres. Elle cumule les exploits sportifs. Il y a 10 ans, elle ralliait le pôle Sud à pied, soit plus de 1400 km sur le continent le plus froid et venteux au monde, l'Antarctique. Aujourd'hui, Laurence s'entraîne dans les Alpes pour un nouveau défi. Parcourir 2800 km à ski, tiré par une voile à travers l'Antarctique, une première mondiale pour cette jeune exploratrice. C'est Kjell, son meilleur ami norvégien, spécialiste des régions polaires, qui sera son seul contact durant ce périple. Il s'installera au point d'arrivée et suivra Laurence tout au long de son parcours. Dès son départ, les ennuis commencent.
Elle compte sur le vent pour progresser rapidement sur cette terre constamment gelée, mais très vite, elle se retrouve bien démunie dans ce désert de glace. Impossible de céder de sa voile pour tirer son traîneau de 140 kg. Et quand après 8 heures de marche vient l'heure du décompte des kilomètres, son GPS lui indique qu'elle n'en a parcouru que 6. C'est injuste. Pourquoi j'y arrive pas? Je peux pas aller plus vite. Il y a des bosses, il y a des monticules partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Après quelques jours de progression laborieuse, la météo devient de plus en plus capricieuse. Laurence se déplace avec difficulté dans ce pays où le soleil ne disparaît jamais en été. Le froid et le vent commencent à jouer sur son moral. C'est infernal. J'ai fait 3 km en 10 heures. Il fait moins 45. Je sens plus mes pieds. Je pense qu'il commence à geler. C'est sans compter sur sa volonté à toute épreuve. Quand la météo est enfin de son côté avec des vents favorables, Laurence peut sortir sa voile et avale les kilomètres. Le soir, sous sa tente, elle peut savourer ses premiers résultats encourageants. 21 km. Youpi! 21 km, mais c'est bien! Super! Laurence a déjà passé 1 mois et demi seule dans ce désert de glace, quand elle croise à plus de 1100 km de son point de départ le chemin d'une mission scientifique. Oh, merci. Un court instant, elle retrouve la civilisation. Mais déjà le temps est venu pour elle de repartir. Malgré les écueils rencontrés, Laurence reste positive et n'a qu'une envie, terminer son périple au plus vite. Alors qu'elle se trouve à moins de 200 km du but, une dernière épreuve l'attend. Elle est obligée de construire autour de sa tente un mur de neige pour se protéger des vents glacés qui soufflent. Une douloureuse expérience qui lui rappelle que l'Antarctique ne se dompte jamais. Cette ultime épreuve surmontée, Laurence profite de ces vents pour parcourir les derniers kilomètres. Lorsqu'enfin la côte apparaît, elle aura passé 2 mois et demi et parcouru 2800 km sur ce continent sauvage. Une première saluée par Kiel, son fidèle ami, qui a toujours cru en elle. « 10 ans après avoir rallié le pôle Sud, Laurence est la seule femme à avoir traversé l'Antarctique. Great. Elle est tout droit sortie des romans de Jules Verne. Longtemps, elle a alimenté les légendes marines et fut la terreur des navigateurs. La pieuvre est un animal mal connu et mal aimé. C'est pour briser cette mauvaise réputation que James Cosgrove, biologiste, est bien décidé à montrer que l'étrange animal est non seulement inoffensif, mais qu'il est aussi redoutablement intelligent. Il part donc à sa recherche dans les eaux froides de la côte ouest du Canada. C'est dans ces eaux et à des profondeurs pouvant atteindre plus de 750 mètres que la pieuvre a élu domicile. L'animal est docile, bien que pouvant atteindre 9 mètres et peser jusqu'à 250 kg. Les plongeurs peuvent donc l'approcher très facilement. 3 cœurs, 8 bras, aucun squelette et plus de 50% de son système nerveux dans ses tentacules, la pieuvre a de quoi étonner. Et sous son apparente tranquillité, elle possède une arme redoutable pour ses proies. Les pieuvres ont un bec. Ça, c'est le bec d'une pieuvre qui devait peser dans les 20 kilos. À l'intérieur, il y a une langue qui ressemble à une lime dentée. Dans les régions où nous plongeons, il y a beaucoup de crabes. Les pieuvres ont donc développé des techniques pour les trouver et les capturer. Elles les rapportent à leur grotte, les mangent sur place et rejettent les restes à l'extérieur. Si l'animal est aussi vorace, c'est qu'il se prépare au plus grand moment de sa vie. Il va jeûner pour le bien de sa progéniture. Une fois qu'une pieuvre a pondu ses œufs, elle ne s'alimente plus pendant 6 mois et demi. Elle reste là à s'en occuper. Elle les aère en permanence.
Elle n'hésite pas ensuite à se sacrifier pour sauver ses petits des prédateurs. Instinctivement, elle sait qu'elle va mourir. Son dernier acte est de s'éloigner de la grotte. Si elle se trouve toujours dans la grotte au moment de mourir, elle pourrait attirer des prédateurs. Alors ceux-ci n'hésiteraient pas à faire un festin de ses œufs. Un bon sens lié à une formidable intelligence que James va confirmer en se livrant à une petite expérience. La pieuvre est placée dans une boîte munie d'un petit trou qui lui permet de sortir. James va chronométrer le temps qu'elle va mettre pour s'extraire de la boîte. La première fois, après un rapide état des lieux avec ses tentacules et une estimation du diamètre du trou de sortie, elle met 10 minutes. Placée une seconde fois dans la boîte, il ne lui faudra que 90 secondes pour en sortir. Elle a non seulement retenu la leçon, mais elle a également appris comment s'extraire de la boîte. Son corps élastique n'a eu aucun mal à passer par cette ouverture de 10 cm seulement. Et quand on réduit le diamètre, elle comprend tout de suite qu'elle ne pourra pas sortir. Un comportement qui dément les préjugés à son égard. Elles ont l'air très étranges. Elles n'ont pas de squelette. Leur façon d'évoluer dans l'eau paraît répugnante. Mais elles sont intelligentes. Elles apprennent. Elles ont une mémoire. La pieuvre reste un animal timide et doux. Les mythes qui l'entourent sont bien loin de la réalité, tout comme les romans de Jules Verne.